Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Pognon, 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 je n'entends parler que de ça tous les jours. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. 2500 pièces d'or. Et vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Et elle court, l'inflation, et elle accélère même. Les prix ont bondi de 6,2% sur un an. C'est du jamais vu depuis 1985 selon l'INSEE. Félix Mathieu, qu'est-ce qui augmente le plus aujourd'hui? Eh bien, sans surprise, c'est d'abord les prix de l'essence, de l'électricité et du gaz qui causent cette inflation. Selon l'INSEE, plus 19% pour l'énergie sur un an en octobre. Une hausse des prix causée aussi par l'alimentation, plus 12% sur les produits alimentaires. Ça monte même à quasiment 17% sur les produits frais. L'alimentation qui prend une part de plus en plus importante dans le budget des ménages modestes. Autre catégorie en hausse, les produits manufacturés. Catégorie un peu fourre-tout pour désigner finalement tout ce qui sort d'usine. Par exemple, les produits électroménagers, informatiques, les meubles, les voitures, encore les vêtements. Hausse supérieure à 4% pour ces produits manufacturés. Voilà comment on arrive à ce taux d'inflation sur un an. 6,2% des prix qui ont même augmenté de 1% rien que sur le dernier mois. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et notre invité, Jean-Marie Pierre Bentata, qu'on accueille sur Sud Radio. Bonsoir à vous. Maître de conférence en économie à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes auteur de ce livre, De l'esprit de servitude au XXIe siècle. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. On l'a dit, l'inflation qui galope, qui accélère en France, malgré tout. Et d'ailleurs, de plus en plus de Français qui sont obligés d'y faire face. Et comment font-ils? Ce sont les catégories les plus pauvres qui ont le plus de mal, Philippe Bouriaki? Oui, évidemment, c'est toujours eux en première ligne qui morflent de façon sévère. Mais hormis l'inflation, il y a un élément qu'on oublie de parler, c'est celles et ceux qui spéculent. Parce que je suis désolé, il y a les denrées alimentaires aujourd'hui, elles remontent d'il y a 1 an, voire 2 ans pour le sec. Et donc par conséquent, il n'y a pas de raison qu'il y ait une augmentation dessus. Quand vous avez un baril à 100 $, et que vous allez à la pompe, qu'il est à 2,40. Alors que quand il était à 148 $, il était à 1,40. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se sert au passage. Ouais. Donc maintenant, ça suffit. Il faut qu'il y ait une transparence claire sur les prix entre les distributeurs, les fournisseurs, et que l'État joue son rôle de gardien du peuple. Philippe Bilger. À propos de l'argent, Cécile, ça me rappelle un mot d'un humoriste. Je vous en dois pas. D'un humoriste du 19e siècle. Il entend une femme très distinguée, très riche, dire lors d'un dîner, l'argent ne fait pas le bonheur. Il se contente de lui dire, rendez-le. Mais plus sérieusement, je voudrais demander à monsieur Bentata si cette inflation ne va pas créer encore davantage de traumatisantes inégalités dans une France. Est-ce qu'on n'est plus seulement entre les pauvres et les riches, mais dans une multitude de gens qui vont découvrir ce qu'est une forme de modestie et de pauvreté face à de moins en moins de riches? Pierre Bentata. Il va sans doute y avoir des inégalités qui se creusent, mais ce qu'on observe, c'est que l'inflation est en train de toucher tout le monde et tous les secteurs. Donc plus que la problématique d'une aggravation des inégalités, le problème c'est surtout comment on fait pour garder une dynamique, garder de la croissance, parce que typiquement ce que veut dire une inflation pour une entreprise, c'est qu'il est impossible de savoir quels vont être ses coûts à l'avenir. Et donc elle est obligée de réagir en fonction de ça, en se disant soit j'arrête d'investir, soit je produis moins, soit au contraire j'augmente mes prix en prévision. Et donc en fait, toute la machine qui est dans une entreprise et qui consiste à acheter des choses aujourd'hui pour espérer les vendre demain est complètement déréglée. Et le vrai problème, il est là sur le fond. Les inégalités, à la limite, si on les voit, on peut intervenir dessus. Mais comment on règle un problème quand on a une inflation très grave? On est en train de découvrir que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on n'y était pas préparé parce qu'on ne l'a pas eu depuis très longtemps. Elisabeth Lévy. Alors deux remarques que je soumets à votre sagacité. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans l'inflation des années 70, qui était une inflation de la demande, où on voyait dans le fond la démocratisation d'un certain nombre de biens. Les gens gagnaient plus d'argent, ils achetaient beaucoup de choses et ça alimentait ce qu'on appelait la planche à billets finalement. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est dans une inflation d'offres, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits qui soit sont moins fabriqués, soit sont moins produits, soit coûte plus cher. Et ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est que pour suivre un peu la réflexion de Philippe Bilger, il me semble il y a 2 France, au moins 2, disons. Mais il y a celle d'un côté des grandes entreprises et de la fonction publique, que je mettrais là dans le même sac, parce qu'ils ont eu des augmentations, les uns et les autres, d'accord. Et
dans le fond, ils sont protégés par des grands systèmes. Quand vous travaillez dans une boîte du CAC 40, si vous voulez, vous avez des augmentations annuelles, vous êtes moins touchés. Fonction publique, c'est pareil. Et de l'autre côté, vous avez les petites boîtes à causeur. Si on doit augmenter les salaires, on coule. Ouais, c'est aussi simple. Or, donc pour une partie de la France, je dirais que le problème a été déjà un peu adouci. La question que je me pose, c'est est-ce que même à court terme, la politique des boucliers, enfin des petits chèques, du colmatage des brèches, est-ce que malgré tout, elle n'est pas nécessaire, quoi qu'elle creuse le déficit par ailleurs? Oui. Pierre Bentata. Alors, sur votre première remarque, vous avez raison, on n'est pas dans le même type de crise inflationniste qu'on a eu auparavant. On a une crise d'offres qui a beaucoup de causes, mais qui a comme première cause la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, mais qui a aussi comme cause une reprise qui a été pas coordonnée, on ne pouvait pas faire autrement au moment où on est sorti des politiques de confinement. Et ça a conduit à autre chose, c'est qu'on a une inflation qui est aussi structurelle pour les entreprises. C'est que comme beaucoup se relocalisent et qu'on n'est pas en capacité de consommer la même chose que ce qu'on consommait de la Chine auparavant, parce que la Chine est en crise et que peu importe ce qu'ils nous disent, les Chinois, l'économie chinoise va pas bien du tout. On a cette triple cause sur l'offre. Mais on a aussi un problème de demande. C'est que comme on a quand même sauvegardé l'épargne de tous les ménages, ce qui était très bien, on se retrouve avec une demande qui n'a pas été impactée, alors que les entreprises, elles, même si elles ont été protégées, se retrouvent aujourd'hui dans une situation de gros endettement. Et donc on a ce double effet, et d'ailleurs ce qu'on voit en France, c'est qu'on est dans un cas très bizarre, où on a, enfin très bizarre, en tout cas assez paradoxal, on a de l'inflation, et en même temps des entreprises qui peinent à recruter. On a plus de la moitié des entreprises dans tous les grands secteurs qui nous disent qu'elles ont des difficultés de recrutement, donc elles pourraient produire plus si elles étaient capables de recruter, mais elles n'y arrivent pas. Notamment parce qu'on a un décalage dans la formation entre les compétences qui sont fournies et les compétences qui sont nécessaires. Et sur la politique du gouvernement, vous avez sans doute raison. On ne sait pas ce que ça va donner à long terme parce qu'on creuse la dette et qu'on prête le flanc de plus en plus à des attaques qui sont spéculatives et puis à une dette qui va être difficile à rembourser. Mais dans le même temps, c'est vrai qu'on fait quand même bien mieux que nos voisins, que tous nos voisins européens, particulièrement l'Allemagne, parce que justement, on a réussi avec ces boucliers tarifaires notamment à contrôler l'inflation. Et justement, vous avez parlé de l'Allemagne. Est-ce que quand même, c'est pas la grande carence de notre gouvernement? Je vous rappelle quand même que le Portugal et l'Espagne, si je ne m'abuse, sont sortis au moins partiellement de la directive électricité. Nous, on continue à être comme des imbéciles, si vous voulez, à se faire dicter le prix de l'électricité beaucoup trop cher pour complaire à des Allemands qui se fichent complètement d'ailleurs de nous complaire à nous. Si vous voulez, est-ce qu'on n'est pas tout simplement des imbéciles et des nigauds face à l'Allemagne qui, elle, défend ses intérêts? Oh là, ça a énervé Philippe Bouriaki, ce que j'ai dit. Philippe, justement. Non, on n'est pas des imbéciles et des nigauds, mais c'est vrai que l'Allemagne a raison, effectivement, de soutenir, de voir, chacun voit midi à sa porte. Mais vous avez raison, en tout cas, sur un fait clair, avoir indexé le prix de l'électricité sur le gaz et le pétrole, faut être c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fameuse énocratie qui oui, mais ça, c'est l'Allemagne, mon cher Philippe. Non, mais on n'était pas obligé d'accepter déjà cette situation. Et du coup, ça se répercute sur tous ceux qui produisent et qui ont besoin d'énergie pour pouvoir produire. Donc, in fine, c'est... On produit quand même l'électricité la moins chère d'Europe. En tout cas, à partir de l'électricité, tout augmente. C'est la raison pour laquelle on vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Sur quoi êtes-vous obligé de faire des économies? Alors, on vous demandait sur vos déplacements, sur le chauffage, l'électricité, sur l'alimentaire ou alors sur tout. Vous répondez sur tout. Vous faites des économies sur absolument tout. Vous reniez partout à 70%. Sur le chauffage, c'est pas encore... Exactement, oui, non, mais sur la clim aussi en ce moment. On peut faire des économies sur la climatisation quand il fait trop chaud. Elisabeth Lévy, restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec notre invité Pierre Bentata. Justement, est-ce qu'on s'en sort mieux en France qu'ailleurs? On va en parler avec vous. À tout de suite. Et nous sommes de retour, nous débattons notamment sur votre porte-monnaie, les conséquences de l'inflation qui concernent d'ailleurs chacune de nos trois vraies voix que vous entendez. Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Philippe Bouriaki et notre invité Pierre Bentata, maître de conférence en économie à l'université d'Aix-Marseille. On pose cette question sur les réseaux sociaux, Cécile. Oui, absolument. Quelles économies êtes-vous obligé de faire? Est-ce que ce sont sur vos déplacements, le chauffage, l'électricité, l'alimentaire ou surtout, vous dites surtout à 71% et juste derrière l'alimentation à 12%. 0826 300 300, on a quelqu'un au standard. Mais juste une question avant tout, Pierre Bentata. Comment ça se passe chez nos voisins aujourd'hui, la situation? La situation, elle est pire que chez nous, chez la plupart de nos voisins. Même si on ne prend pas en compte l'Estonie, par exemple, la Lettonie ou la Lituanie, qui sont à plus de 20% d'inflation,
L'Allemagne, notre grand exemple, enfin celui qu'on cite toujours en exemple, ils sont à 11% d'inflation et ils vont être en récession l'année prochaine. Donc, et nous, on va y résister a priori. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Espagne qui, a priori, parce qu'elle bénéficie d'un rebond très tardif de la sortie du Covid, va s'en sortir. Nous, c'est parce que principalement, on est une économie qui est tirée par les services. Parce qu'on a une énergie qui est quand même moins coûteuse, même si malgré les problèmes qu'on évoquait juste avant la pub, et parce qu'on a un climat qui est quand même plutôt favorable. Donc pour toutes ces raisons, on s'en sort quand même mieux que la plupart de nos voisins, et c'est quelque chose qui risque de se poursuivre en 2023. Et 0826 300 300, Abel est avec nous et qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Abel. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous vouliez réagir, Abel. On vous écoute. Oui. Bienvenue sur Sud Radio. Le problème, c'est le prix de l'électricité. Je suis éleveur de porc dans les Pyrénées-Atlantiques, donc. Et aujourd'hui, je paye le mégawatt électrique à 56 €. Et je cherche depuis 6 mois des contrats. Je teste les fournisseurs d'électricité. On a commencé au mois de juin, on était à 400 € le mégawatt. Donc ça faisait 8. Là, au mois de septembre, on était à 1400. Et là, tout à l'heure, mon fournisseur alternatif qui me fournit aujourd'hui me proposait 2000 €. Et ils ont sorti le marché. Ils se sont sortis du marché. 2000 € le mégawatt. Donc, on ne peut plus produire. C'est intenable. C'est intenable. Je suis aujourd'hui à 20 000 € par an d'électricité. Au mois de septembre, j'avais passé à 147 000 € avec le fournisseur principal. Et là, je ne sais plus. Là, on va passer à 250 000 € d'électricité. Mais non. Mais il me semble que le gouvernement a annoncé des mesures maintenant pour les petites entreprises aussi qui consommaient beaucoup d'énergie. Ça dépend de la consommation. À 120 € le mégawatt. Donc 2000 moins 120, ça fait 1880. Ça fait toujours 1880. Vous avez raison. Ouais, et ramener à 56, c'est pas possible. On ne pourra pas passer, on ne peut pas passer parce que je suis sur un prix du marché du cochon qui est en train de baisser. D'ailleurs, on était à plus de 2 €, là on est tombé à 1,90 €, je ne sais pas combien. Donc ça baisse toutes les semaines. Et comment vous faites alors, Abel? Mais, si je signe un contrat là, je dois signer le contrat le 30 octobre, le 30 novembre. Je ne vais pas signer de contrat et je crois que je vais forcer quelqu'un à me fournir de l'électricité parce que mes animaux ne veulent pas s'en passer. Et moi, je veux pas. Si je signe, c'est que je suis d'accord pour payer le prix à 1880 ou 2000 € le mégawatt. Mais je peux pas, économiquement, je peux pas. Donc je vais signer à la limite, et puis quoi, déposer le bilan derrière. Mes cochons, comment il faut que je les nourrisse? C'est tout à l'électricité. Je consomme 200 000 mégawatts par an. Ah oui, je peux baisser peut-être de 10%, mais ça me fera 190 000 ou 180 000. Philippe Bouriaki, peut-être, ou Philippe Bilger, une réaction, oui. Cécile, moi, là-dedans, je ne peux que constater et déplorer. Ce sont des constats très angoissants pour les gens qui les vivent. Je suis navré de ne pas offrir de solution miracle. Philippe Bouriaki. Oui. Mais c'est au gouvernement d'offrir des solutions miracles et immédiatement. Parce que les conséquences derrière, c'est ce qu'on disait, c'est soit ils augmentent leur prix, et on voit bien que, surtout sur ce secteur, les prix sont en train de s'effondrer, ou soit ils ferment boutique, et s'ils ferment boutique, il y a moins de production, donc il y aura moins dans l'assiette des gens. S'il y a moins, les prix forcément montent, donc on s'en sort pas. C'est au gouvernement de taper du poing sur la table, de sortir de cette folie d'indexation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a le prix de l'électricité le moins cher du monde. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. On a élu des gens, ils sont en responsabilité, maintenant qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils assument tout. Mais surtout que c'est exactement ce qu'ont fait, me semble-t-il, l'Espagne et le Portugal. Ouais. Donc je vois vraiment pas ce qui nous retient, mais peut-être notre économiste. Oui, justement, j'allais dire éclairer ma Pierre lanterne. Quand vous nous dites que c'est pire à l'extérieur ou chez nos voisins, mais qu'est-ce qui peut être pire en fait? Ce qui peut être pire, c'est que vous ajoutez au coût de l'énergie une énergie qui coûte encore plus cher, notamment parce que vous êtes encore plus dépendant, nous on l'est très peu, de l'importation de la Russie, et que vous avez en plus une économie qui, en étant tirée par l'industrie, fait que plus vous avez une chaîne de valeur qui est compliquée, plus il y a un grand nombre d'entreprises impliquées, et plus en fait le prix de l'énergie se répercute sur chacune des entreprises, et l'utilisateur final, il se retrouve avec des sommes à payer qui sont démentielles. Mais ça veut dire que là on parle de 2000... On sort quand même mieux. Là on parle de 2000 € le kilowattheure, ça veut dire qu'on va passer quoi, à 3 000 – 4 000 €?
C'est très difficile. C'est très difficile à anticiper, parce que si vous regardez là récemment les futurs sur le gaz, par exemple, sont passés en négatif, parce que vous avez tout un effet en plus qui dépend de la capacité à remplir les stocks, du niveau de stock, des prévisions sur le climat. Donc on peut difficilement le prévoir. En revanche, il n'y a pas de solution. C'est vrai que c'est à l'État d'intervenir dans ce cas-là, mais sur le fond, ça doit aussi nous éclairer pour réfléchir aux politiques qu'on veut mettre en place à long terme. Parce que c'est exactement la situation dans laquelle on se trouvera si on veut faire une transition écologique dure, comme nous le propose une partie de la population et du paysage politique. Merci beaucoup Pierre Bentata d'avoir été avec nous, maître de conférence en économie à l'université d'Aix-Marseille et auteur de ce livre de l'esprit de servitude au XXIe siècle aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Abel. Abel, on va vous offrir une montre, on parle d'énergie, on va vous offrir une montre énergie solaire, hein. Comme ça au moins ce sera totalement gratuit. Une Nice. La sorte du marché européen de l'énergie. Oui, absolument. Mais on vous offre quand même une montre. Abel, merci beaucoup. Merci Ice Solar Power, le modèle Casual Brown. Merci de nous avoir appelés. Restez avec nous. La suite des vraies voix dans quelques instants. On reviendra sur l'actu des vraies voix. Exactement. On va revenir notamment sur ceux qui dégradent les œuvres d'art dans les musées. Ce sera l'info retenue par Elisabeth Lévy. On reviendra aussi sur toutes les autres actualités qui vous ont marqué cette semaine. Restez avec nous. On se retrouve après le journal avec Cécile Dominibus. Jean-Marie Bordry. À tout de suite.